Édition spéciale. Édition spéciale. Grande interview sur Radio Intégration. www.radiointégration.com. Les questions relatives à l'intégration en Afrique centrale. L'évolution du processus de l'intégration En Afrique centrale. Libre antenne, c'est sur Radio Intégration. Données fermées, inégalités ouvertes, quand l'opacité fiscale fragilise la justice de genre. Le rapport de validation 2023 du Cameroun formule comme mesure corrective relativement à l'exigence 7.2 concernant l'accessibilité des données et données ouvertes que le Cameroun doit mettre toutes les données ITIE à disposition en ligne dans un format de données ouvertes et en faire connaître la disponibilité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus sur Radio Intégration. Vous nous écoutez comme ça via notre site internet www.radiointégration.com. C'est bien Grande Interview, votre émission, une édition spéciale naturellement, qui traite des données ouvertes ITIE dans lequel nous allons nous recentrer tout au long de cette édition. Le format de données ouvertes signifie que les données peuvent être accessibles au format CSV ou Excel et qu'elles doivent contenir tous les tableaux, diagrammes et figures des rapports ITIE. Donc, pour renforcer la mise en œuvre au Cameroun, le Cameroun pourrait, par exemple, travailler avec les entités de l'État et les entreprises extractives concernées pour veiller à ce que les données divulguées de manière systématique soient lisibles par machine et interopérables par tous afin que les divulgations ITIE et d'autres fichiers de données soient codés et balisés de manière à pouvoir les comparer avec d'autres données accessibles au public. Et quand on parle du public, on parle également les membres, l'organisation de la société civile qui sont naturellement qui est au centre de ces données et naturellement le genre, la question du genre qui concerne la femme. Et dans cette édition, nous allons nous centrer sur ce thème pour, n'est-ce pas, avoir des éléments concernant la société civile. Qu'en pense-t-il? Qu'en pense-t-elle de ce dossier concernant les données ouvertes? Est-ce qu'elle est même d'abord au courant? C'est pour cette raison que nous recevons notre invité du jour dans une poignée de secondes présentation et quelques données, quelques éléments concernant ce thème que nous abordons tous. Radio Intégration. Radio Intégration. La voix des communautés. De retour dans ce studio de Radio Intégration, www.radiointégration.com, nous abordons un thème relatif, n'est-ce pas, à la question du genre, concernant naturellement la question des données ouvertes, des données ou l'accessibilité à ces données-là pour la société civile
surtout le genre, les femmes, comment est-ce que cela est exploité, comment elles perçoivent la chose à leur niveau. Et l'objectif naturellement est d'explorer comment le manque d'accessibilité aux données fiscales extractives, notamment dans les formats ouverts exigés par l'ITIE, empêche la société civile, par exemple, et surtout les femmes de suivre et comprendre même, voire influencer l'utilisation des ressources extractives au niveau local et national. Et par rapport à cela, nous recevons ici monsieur, l'un des pionniers même, je dirais l'un des pionniers même de la société civile au Cameroun qui travaille depuis des années à ce sujet, monsieur Duplex Fernand Kwenzop, un des membres fondateurs même de l'association dynamique mondiale des jeunes DMJ. Donc voilà, il assure également le secrétariat exécutif. Pour ne pas entrer dans les détails, nous allons lui laisser la parole puisqu'il est présent dans ce studio de Radio Intégration. Et en passant, je suis Nina Priska-Mekam derrière ce micro de présentation. Je suis en collaboration dans ce studio avec Madame Louise Tsana, qui est ma collaboratrice même sur la question du genre dans le groupe Intégration. Je vais pas trop parler sur ce personnage remarquable que nous recevons dans ce studio. Bienvenue à Intégration, monsieur, je vais dire Duplex, que je dis couramment. Bonjour Priska, bonjour Louise, bonjour à Josué et bonjour à vos nombreux auditeurs au Cameroun et dans l'Afrique centrale, puisqu'il me revient que Radio Intégration est une radio sous-régionale. Nous présumons qu'il y a plusieurs auditeurs dans d'autres pays d'Afrique centrale. C'est un honneur pour nous que de répondre à cette invitation pour parler d'une thématique qui n'est pas limitée au Cameroun, mais qui est une thématique universelle. Lorsque l'on sait qu'aujourd'hui, la promotion de la gente féminine s'impose à tous, étant entendu que la femme est un grand acteur dans la transformation sociale, dans le développement de nos États. Oui, votre rôle en tant que porte-parole, n'est-ce pas, des OSC, Organisation de la société civile, en rapport naturellement avec ITIE. De quoi s'agit-il concrètement? Avant que vous n'entrez dans ce dans ce sujet, j'aimerais que vous présentiez, parce que vous avez beaucoup d'autres casquettes que les auditeurs aimeraient connaître. Et en passant, nous sommes en ligne depuis notre site internet www.radiointégration.com. Donc, partout dans le monde entier, cette émission est écoutée. Donc, au-delà même de l'Afrique, au-delà même je vais dire quoi, c'est partout dans le monde entier. Lorsque vous êtes sur Google, vous pouvez accéder aux émissions. Monsieur Kwenzop. Merci, c'est toujours très difficile de se présenter soi-même. Je veux me risquer dans l'exercice pour dire, comme vous l'avez déjà évoqué, je suis Duplex Fernand Kwenzop, secrétaire exécutif de Dynamique mondiale des jeunes, une organisation dont nous avons contribué à la mise en place. Nous sommes à l'aube des années 97 et qui a obtenu son existence légale en mai 2007. Alors, Dynamique mondiale des jeunes fait partie des acteurs de la société civile qui s'intéressent à la gouvernance du secteur extractif. Et quand nous parlons de ce secteur extractif, on ne peut pas ne pas faire allusion à d'autres organisations qui se mettent en fêtière pour pouvoir travailler autour de ce sujet. Je pense notamment à la coalition camerounaise Publiez ce que vous payez, qui est un mouvement mondial, une campagne mondiale, à l'origine même d'ailleurs de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives appelée ITIE, parce que l'ITIE c'est le pendant, je dirais, gouvernemental de ce que la coalition camerounaise Publiez ce que vous payez, membre de la coalition mondiale Publiez ce que vous payez, avait déjà initié à la sortie d'un rapport publié sur l'Ouganda dont le titre était un réveil tardif. Réveil tardif, pourquoi? Parce que le constat mondial qui avait été fait démontrait que les pays riches en ressources naturelles étaient les pays les plus pauvres, les pays dont les populations présentaient un profil de pauvreté assez élevé. On avait qualifié cela de malédiction des ressources.
un peu comme quelqu'un qui meurt de faim devant un grenier trop plein. Alors la question s'est posée de savoir pourquoi est-ce qu'il y a un tel décalage entre la richesse ou le potentiel de richesse et le niveau de développement des populations. Lorsque ces organisations, en l'occurrence Oxfam, Greenpeace, ont publié ce rapport en Ouganda, il était question de pouvoir voir si les États utilisent très bien les revenus qui sortent du secteur extractif, ou autrement dit, si les compagnies extractives versent aux États ce qu'elles ont comme part des revenus extractifs. Donc voilà comment la société civile peut se retrouver à impulser un vent de gouvernance transparente, un vent de gouvernance qui amène les États à mieux utiliser leurs recettes. Alors, de ce point de vue, donc, au niveau du Cameroun, nous avons lancé en 2005 la coalition camerounaise Publiez ce que vous payez. Nous sommes en décembre. Et plus tard, lorsque le Cameroun adhère à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui avait été portée par le Premier ministre britannique de l'époque, Tony Blair, nous allons faire un plaidoyer pour que notre coalition, qui était déjà forte de son expérience dans le suivi de cette initiative, puisse intégrer la dynamique de la tripartite qu'on appelle le groupe multipartite ou au Cameroun le comité ITIE. Et peut-être un brin d'histoire pour dire que la société civile au Cameroun ne va pas s'intéresser à la gouvernance du secteur extractif à partir de l'ITIE ou à partir de la campagne Publiez ce que vous payez. Non. À l'aube des années 96, lorsque il doit avoir le projet de pipeline Tchad Cameroun, nous commençons en tant que des organisations de défense des droits de l'homme, en tant que des organisations de promotion de la citoyenneté, nous allons commencer à voir dans quelle mesure on peut protéger les droits des populations ou les droits des communautés qui sont riveraines du pipeline Tchad Cameroun. C'est à ce sujet que nous allons pouvoir nous intéresser à ce secteur extractif qui est un secteur de haute technicité et qui rassemble des acteurs de très haut niveau, de niveau mondial. Parce que quand vous avez affaire à des entreprises comme Exxon, dont le capital seul est 3 fois le budget du Cameroun, vous comprenez que c'est des acteurs assez solides, capables d'infléchir nos lois, capables d'infléchir nos décideurs. Alors nous avons pris sur nous donc de devoir nous mettre aux côtés des populations riveraines qui sont des populations de communautés éloignées des centres urbains, avec tout ce que cela peut comporter comme insuffisance en matière d'éducation, insuffisance en matière de connaissance des législations. Il fallait donc les soutenir. C'est à ce niveau que, rentrant dans la dynamique de l'intérêt pour la gouvernance du secteur des industries extractives, nous allons, sur la base de cette expérience, plaider pour que le Cameroun, qui adhère à l'ITIE en mars 2003, puisse nous impliquer comme acteurs ayant un minimum d'expérience. Parce qu'il faut le dire, à la faveur de l'initiative Pays pauvres très endettés, le Cameroun était contraint de mettre en place un comité de suivi de cette initiative. Et dans ce comité, on retrouvait comme société civile certains acteurs dominés par les communautés de foi. Donc nous avions les protestants, représentés par le SEPCA, les catholiques, représentés par le Basque, la communauté musulmane, représentée par la SIC, et un représentant des organisations de la société civile. À l'époque, c'était Canadel. Donc c'est ce même groupe du comité de suivi de l'initiative PPTE qui sera pratiquement reversé dans le groupe multipartite ou comité ITIE Cameroun. Nous allons donc faire une objection en réclamant de ce que notre expérience nous permettait effectivement d'intervenir dans ce secteur. Et il vous souvient qu'un gestionnaire du secteur extractif au Cameroun, paix à son âme, avait dit en Mondovision, à travers la télévision camerounaise de l'époque, que le secteur extractif, notamment les industries pétrolières, était tellement compliqué que lui seul et le chef de l'État pouvaient en parler. Donc nous venions donc comme ces acteurs qui mettaient fin à ce type de thèse. Donc lorsque nous sommes rentrés dans l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, nous allons commencer à comprendre tous les enjeux d'un secteur comme celui du secteur
extractif. C'est pourquoi la société civile a pour premier rôle non seulement de faire que les populations accèdent à tout ce qui peut être dit et fait dans le secteur extractif, mais aussi qu'ils puissent utiliser toutes les informations qui en sont issues pour faire du plaidoyer en vue de l'amélioration des mécanismes de gestion dans ce secteur et partant les conditions de vie des populations. Wow. Et voilà, puisqu'on parle de ces données extractives et le problème qui se pose justement, c'est l'inaccessibilité. Ces données ne sont pas accessibles. Vous, à votre niveau, avez-vous connaissance d'une OSC qui, ayant tenté peut-être d'analyser les recettes fiscales minières, mais a été freinée par exemple par les formats fermés? Est-ce qu'il y en a eu? Peut-être avant de répondre à votre question, vous me permettrez de dire déjà comment est-ce qu'on procède pour avoir les données ITIE. Alors, le comité ITIE est chargé du suivi de la mise en œuvre de la norme. Et la norme ITIE décline une manière de présenter les données, que ce soit les flux financiers, que ce soit les flux en termes de volume de production, pour que l'on soit capable de se prononcer sur le secteur extractif. Alors, pour ce faire, il y a un administrateur indépendant, un conciliateur, qui est recruté par l'État, par le pays ou le groupe multipartite, et qui doit rencontrer chacun des intervenants qui produit les données. Ça, c'est les compagnies, ça, c'est les administrations publiques qui les collectent, qui va donc rassembler et concilier ces données pour se rendre compte que est-ce que les données produites et dites produites par les entreprises sont les mêmes que les gouvernements à travers leurs différentes entités déclarent? Ça, on va appeler cela la conciliation. Donc, d'une part, tout ce que les compagnies versent à l'État doit être recensé par identité de transfert ou de paiement. Oui. J'entends par identité de transfert, ça veut dire que ça doit être spécifique au paiement requis. S'il s'agit de l'impôt sur les sociétés, il faut qu'on ait la traçabilité de l'impôt de la société X ou Y. S'il s'agit des paiements non obligatoires ou des paiements sociaux, qu'on sache d'où ça vient. Et de la part de l'État, donc, le conciliateur va regarder si, effectivement, l'État ou les autres bénéficiaires ont reçu, effectivement, ces paiements déclarés par les entreprises. Nous allons donc concilier, le conciliateur va donc tout mettre dans un rapport. Et à partir de ce rapport, il va faire des recommandations pour voir les améliorations à apporter. Maintenant, la troisième partie dans ce groupe, parce que le groupe multipartite est tripartite. D'une part, le secteur privé représenté par les entreprises, le gouvernement et ses différentes entités. Au Cameroun, on va avoir la direction du Trésor, bref, tout ce qui concourt comme les directions et les services du ministère des Finances. Et maintenant, la troisième voie, qui est celle qui est proche des populations, se trouve être la société civile. Et c'est là-dedans que nous donc, trouvons le jeu pour comprendre quelles sont les informations disponibles et comment les utiliser. Mais comme je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, qu'on a affaire à un secteur où le volume des financements qui est manipulé est susceptible d'infléchir même les États, vous comprendrez que si on peut infléchir les États, qui est la société civile pour pouvoir ne pas être infléchi. C'est pourquoi on va se mettre en consortium. Et là, au Cameroun, nous avons mis en place un regroupement qui s'appelle la plateforme de représentation et de redevabilité des organisations de la société civile. Et cette plateforme donc, a envoyé des mandataires issus d'un processus de désignation participatif, inclusif et démocratique pour que les 12, c'est-à-dire 10 au niveau du comité proprement dit et 2 au niveau du secrétariat permanent, soient donc ceux qui discutent de ces données et qui portent la voix et de la société civile et des citoyens ordinaires en général. Oui. Donc, le rapport de conciliation étant produit, nous allons pouvoir retracer ou bien nous allons pouvoir nous rendre compte de toutes les opérations, de tous les mouvements qui sont effectués dans le secteur extractif. C'est donc là la principale base de l'information du secteur extractif.
Et pourquoi cela avait été fait? Cela avait été fait effectivement parce qu'on s'était rendu compte que dans les conventions entre le secteur privé, dont les entreprises extractives, et les gouvernements, il y avait des dispositions de clauses de confidentialité. Oui. C'est-à-dire que ce qu'ils faisaient ne devrait être connu que par les deux parties. Maintenant, l'ITIE qui travaille pour la transparence, dont la lisibilité des données, parce qu'en dernier ressort, les revenus extractifs devraient profiter au bien-être du citoyen. Donc, on va demander que les clauses de confidentialité puissent sauter pour que l'information soit accessible aux citoyens. Et on dit dans votre secteur qui tient l'information tient le pouvoir. Donc, si les citoyens ont accès à l'information, ça veut dire qu'elles ont déjà part au pouvoir. Oui. Donc, l'information devrait donc être mise à disposition de façon désagrégée et sur des formats facilement accessibles. Et ces formats facilement accessibles facilitent l'utilisation, l'exploitation, qui doivent nourrir les expressions, les opinions, les arguments des différentes parties. C'est-à-dire que les populations peuvent prendre ces données pour questionner, que ce soit l'État, que ce soit les entreprises, sur quel est l'impact de leur activité sur le bien-être des populations. Alors, vous cherchez à savoir si nous avons connaissance des organisations qui ont rencontré des difficultés à l'utilisation de ces données parce qu'on les trouve en format fermé. Qui a tenté, par exemple, de l'exploiter ou bien d'ouvrir. Bon. D'accord. Je dirais que plusieurs organisations se sont appuyées essentiellement sur le rapport du conciliateur. Mais les efforts pour pouvoir nous-mêmes, en tant qu'organisation de la société civile, tracer les données, cela est difficile à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est même d'ailleurs la disponibilité de la source de l'information. Vous conviendrez que j'ai parlé tantôt des clauses de confidentialité. Si nous prenons le secteur pétrolier, malgré que le Cameroun soit dans l'ITIE depuis 2005 ou 2003, le code pétrolier le plus récent, celui de 2019, recèle encore des clauses de confidentialité des contrats. En juillet 2018, le Cameroun a sorti le code de la transparence, de la bonne gouvernance et la transparence budgétaire, qui dit dans son article 6 que tous les contrats devraient être divulgués. Là encore, ce n'est pas tous les contrats qui sont divulgués. Pire, les contrats pétroliers ne sont pas divulgués, étant entendu qu'il y a cette clause de confidentialité. Donc, il y a ce niveau déjà de problème parce que vous ne pouvez analyser que ce qui est disponible. Or, l'information que l'on a, comment savoir si elle est pertinente si on n'a pas le contrat? Parce que le contrat, c'est ce document qui, entre l'État et les compagnies, décline l'ensemble des obligations des différentes parties. La fiscalité devrait y être intégrée dans le contrat principal et même dans les annexes pour pouvoir permettre au moins une comparabilité. Mais si donc on a une seule source d'information, peut-être qui est agrégée, à savoir les recettes que déclare l'État, il devient difficile d'entretenir un débat. Donc de ce point de vue, voilà un premier obstacle. Maintenant, s'agissant peut-être de l'information qui est disponible, mais sous un format fermé, l'ITIE se déploie effectivement pour que non seulement on ouvre ces formats, mais aussi qu'on rende l'information disponible à temps. Parce que l'autre difficulté, c'est la ponctualité de l'information. On va se rendre compte que dans notre pays, par exemple, l'information est fournie avec de très grands retards. Vous avez évoqué à votre introduction la sortie du rapport de validation. En fait, le rapport de validation contient des informations qui prouvent que le Cameroun n'est pas à jour de ses publications. D'ailleurs, le rapport de conciliation de 2022 est sorti le 11 mars 2025. Ça veut dire pratiquement 3 ans après que les informations aient été produites. Et vous savez, l'information est un bien périssable. Il faut donc pouvoir utiliser cette information à temps et tenir responsables les détenteurs, les dépositaires de cette information. Quand je dis tenir responsable, ça veut dire demander des comptes. Parce qu'il faut le dire, les conditions des citoyens ne peuvent être améliorées
que lorsque les citoyens auront la possibilité de questionner les résultats des institutions qui sont chargées de promouvoir le développement. Tant qu'on aura de l'information sans communication, on va cultiver les germes de potentiels conflits parce qu'on va faire naître le soupçon. Soupçon de ce qu'il y a opacité, soupçon de ce qu'il y a détournement, soupçon de ce qu'il y a... Il y a quelque chose dans l'ombre. Dans l'ombre. Bon, si je comprends bien, M. Coenzop, ça veut dire que cette stratégie de publier ces données de façon inaccessible à la cible est une stratégie, bref, c'est une stratégie ou bien c'est une astuce, si je comprends bien. Bon, nous disons que l'habitude à la peau dure. Nous sommes en train d'évoluer d'un État qui avait, comment dirais-je, une autorité absolue sur tout ce qu'il regentait. C'est-à-dire, le citoyen n'avait pas droit de savoir ce qui est fait. Oui. Il devrait plutôt recevoir ce qui était fait. Maintenant, on est en train de migrer vers une société plus ouverte, c'est-à-dire celle-là qui permet que l'équilibre des pouvoirs, celle-là qui permet la redevabilité. Et c'est cet exercice qui traîne. Donc, est-ce une astuce? Je dirais plutôt c'est une lenteur de la part de ceux qui ne veulent pas se départir des anciennes habitudes, qui ne s'accommodent pas du monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le citoyen doit avoir un droit de regard sur ce qui le concerne. Parce que les richesses d'un pays, les ressources naturelles sont vouées à l'épanouissement des citoyens. Conséquent, le citoyen doit pouvoir se prononcer sur son utilisation, sur son exploitation, surtout par ces temps où l'exploitation devrait être durable, c'est-à-dire préserver l'avenir. Si donc on n'a rien à dire, il y a des risques d'un gaspillage, il y a des risques d'une spoliation, et c'est le pays qui en souffrirait, et par conséquent, c'est les citoyens qui en souffriraient. Souvenez-vous, lorsqu'on parle de la cherté de la vie, lorsqu'on parle du déficit d'infrastructures, lorsqu'on parle de l'incapacité à accéder à de l'énergie, et qu'on compare cela à toutes les richesses forestières, minières que notre pays regorge, c'est un contraste et on retourne encore à ce qu'on a appelé la malédiction des ressources. Donc, le citoyen doit pouvoir à un certain moment demander aux dirigeants, mais de quoi il en ressort? Qu'est-ce qui peut créer ce gap? Donc pour nous on dit c'est la transformation, et quand on se lance dans un exercice de transformation sociale, il faut être non seulement prudent, mais il faut prendre tout le temps, mais pas prendre un temps éternel. C'est donc à cela que nous essayons de faire pression, d'influencer les pouvoirs publics pour qu'il y ait des mécanismes qui permettent cette traçabilité. Cela a commencé, comme on peut le voir, mais au niveau de l'utilisation, ça devient difficile parce que la finance publique devrait pouvoir permettre à ce que nous sachions que les ressources qui sont destinées à une collectivité territoriale décentralisée, la part qui vient du secteur extractif est de tel pourcentage. Ça permet que l'on puisse questionner, donc de savoir si c'est suffisant pour résoudre les impacts créés par cette activité dans une commune donnée. Parce qu'il n'est pas normal, avec ce qu'on appelle au Cameroun l'unicité de caisse, l'unicité budgétaire, que l'on arrive à spolier une localité, mais que la contrepartie par rapport au bien-être de ces populations ne se ressentent pas. Oui, vraiment, question très complexe, problème très complexe, déjà au niveau, comme vous l'avez dit, et vous avez également parlé des actions influentes que mènent les OSC pour pouvoir pallier à ces différentes barrières, je dirais. Concernant donc s'il faut parler de la question du genre dans ces actions-là, est-ce que la femme, est-ce que vous pouvez présenter la difficulté? Certes qu'il y a déjà des difficultés, mais la femme à son niveau,
est-ce qu'il y a à son niveau, comment pouvez-vous spécifier ces difficultés ou bien ces blocages? Et comme je le disais, je suis avec ma collaboratrice qui est là. Peut-être elle m'assiste quand elle aura l'occasion de dire quelque chose, mais elle veut d'abord la laisser saluer les auditeurs avant la suite, puisqu'on a introduit la question du genre. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Merci de continuer à suivre Radio Intégration. Peut-être si je voudrais rebondir, c'est pour demander à notre invité du jour. Il y a quand même eu une certaine progression dans la vulgarisation des données au Cameroun. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire d'où est-ce qu'on est parti? C'est vrai que vous avez essayé de dire ça. D'où est-ce qu'on est parti et où est-ce qu'on se trouve exactement aujourd'hui en termes de progression? Ne pas reconnaître qu'il y a des progressions, ce serait être de mauvaise foi. Non, le pays a connu beaucoup de progression. Si nous prenons le rapport ITIE de 2005, qui était une compilation des exercices 2001, 2, 3 et 4, on va voir que non seulement ce qu'on appelle le périmètre, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises qui étaient prises en compte, était très limité, mais en plus, on avait des données qui étaient agrégées. Un peu comme si on vous dit, ok, l'ensemble des populations de Komkana a donné 1 million de francs. C'est un chiffre, c'est vrai, mais il ne veut rien dire. L'ensemble des populations de Komkana, il s'agit de quelle taille de la population? Quelle est la contribution individuelle? Et dans la contribution individuelle, est-ce que c'est proportionnel aux revenus de chaque individu? Donc voilà comment les rapports étaient initialement présentés. Et au fil des temps, donc, avec le plaidoyer fait par la société civile, nous sommes parvenus aujourd'hui à un rapport qui présente en détail chaque type de paiement fait par chaque entreprise de façon désagrégée, de sorte que la problématique même du genre y ressort. Parce que je suis en même de vous dire que dans l'exercice 2022, dans le secteur extractif, il y a eu 722 femmes qui ont été intégrées. Donc, c'est sur la base de ce rapport, de cette désagrégation, que nous pouvons connaître la place de la femme en matière d'emploi dans le secteur extractif. Aussi, il y a dans les contrats des paiements obligatoires, mais aussi des paiements sociaux. Avant, on n'avait pas connaissance de ces paiements sociaux. C'est-à-dire que les entreprises pouvaient réaliser des services sociaux, construction d'une école, mais le montant pouvait être supérieur à ce qui est effectivement dépensé. Parce qu'il y a plusieurs approches dans le secteur privé pour faire une économie. Non seulement ils peuvent bénéficier des exonérations, mais ils peuvent aussi bénéficier de pratiquer l'augmentation des coûts par rapport au coût réel. Ça, c'est des réalités du secteur. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir quels sont ces paiements sociaux, les bénéficiaires de ces investissements sociaux et comparer le coût. Ça, c'est des avancées. On peut aussi voir comment est pris en compte les questions d'impact environnemental des entreprises extractives. Nous avons connu l'actualité à Kambélé, où pratiquement toute la nappe phréatique est polluée. Bien évidemment, il faut que, sur la base des informations que l'on a, des entreprises qui travaillent, qu'on entreprenne maintenant un plaidoyer pour que des réparations soient faites. Ça doit être cela. Et notre dispositif institutionnel et même légal prévoit des fonds que les entreprises devraient payer pour la remise en état des sites. Sur la base des rapports, nous pouvons nous rendre compte si effectivement ces paiements sont effectués. Et s'ils sont effectués, est-ce que ces fonds sont constitués? Si les fonds sont constitués, est-ce qu'ils sont utilisés pour la réparation des dommages subis par l'environnement? Donc voilà des progrès qui donnent donc aux citoyens des outils pour pouvoir interpeller les gouvernants, des outils pour pouvoir revendiquer leur bien-être.
j'aimerais insister sur la difficulté rencontrée par la femme dans cet engouement. Alors, quand vous regardez le rôle socio-économique de la femme dans notre contexte, la femme était davantage préoccupée par d'autres problématiques que des problématiques complexes comme celle du secteur extractif qui échappe même déjà comme je l'ai dit, à la genre masculine. Donc, si on ajoute à cela le fait que les données ne permettent pas à la femme de voir quelle est sa place, vous comprendrez qu'il n'y a pas un intérêt pour les femmes à pouvoir se préoccuper de l'ITIE. Donc, la première difficulté, c'est ce désintérêt déjà, puisqu'il n'y a pas un sujet qui l'amène là-bas. Deuxièmement, quand les données sont complexes, vous voyez qu'il y a comme une perte de temps à pouvoir y travailler, pour voir sous quel angle s'en sortir. Et les femmes, de ce point de vue, les femmes sont des agents économiques très orientés vers les résultats. C'est pourquoi vous allez voir la femme, elle est économe, avec ou sans formation. Vous allez voir la femme, elle est investisseur, avec ou sans formation en entrepreneuriat. Parce qu'il y a cette dimension innée de la femme. Donc, aller vers des activités qui vont prendre assez de temps, souvent décourage. Maintenant, si on ajoute à ça le fait que les cadres de mobilisation des femmes pour traiter spécifiquement de ces sujets sont assez rares, peut-être que je fais un clin d'œil à la FEMIC, l'association des femmes du secteur minier au Cameroun, qui travaille de plus en plus à renforcer la connaissance des femmes sur le secteur minier. Je parlerai aussi de CAFAB, la cellule associative des femmes pour la gouvernance, qui travaille à sensibiliser et à former les femmes pour qu'elles s'intéressent de plus en plus à ce secteur et à voir comment le secteur impacte sur ses droits. Parce que si nous prenons l'activité de production des femmes, c'est les champs. Or, les champs dans un environnement où se passe l'investissement extractif rentrent en compétition parce que les femmes ne pourront plus accéder aux champs. Et nous avons vu des cas où les femmes ne peuvent même pas traverser pour aller dans leur champ parce que l'exploitation a occupé l'espace ou alors a créé des obstacles tels que des trous qui font tomber hommes et animaux, perdant ainsi d'autres niveaux de revenus. Donc, la difficulté pour la femme dans le secteur extractif, c'est déjà de faire en sorte que ces données qui ne sont pas accessibles ou qui sont complexes ne lui permettent donc pas d'arrimer son activité à cette économie industrielle. Elle les exclut, quoi. C'est bien. Ça fait donc qu'elles sont exclues parce qu'elles ne peuvent pas faire un arrimage de leur activité. Et quand on voit comment le secteur extractif se comporte, très peu d'entreprises s'approvisionnent sur le marché local. Or, le marché local est celui où l'on rencontre le plus de femmes. D'accord. Vous faites un exposé d'un certain nombre de problèmes. J'ai envie de rebondir un peu sur un sujet. Vous avez parlé de toutes les difficultés autour de l'appropriation des données. J'ai donc envie de demander, si vous, acteurs de la société civile, qui avez une certaine expérience dans la lecture, la compréhension et l'analyse des données, avez des difficultés du fait du manque de disponibilité des données à temps et puis de la complexité des formats sous lesquels ces données sont présentées, comment font les acteurs, les petits opérateurs du secteur pour s'approprier un peu les données, pouvoir suivre l'évolution du secteur et se projeter pour mieux, pour davantage grandir leurs activités sur le terrain? Comment ils font? Où est-ce qu'ils vont chercher l'information? Et comment vous, acteurs de la société civile, vous êtes contraints à faire davantage de travail auprès de ces personnes-là pour permettre au secteur de grandir? Question très pertinente qui renvoie effectivement la société civile à son travail. Je l'ai dit tantôt, quand nous prenons le dispositif du groupe multipartite, vous avez les compagnies extractives qui constituent un pôle du triangle, vous avez les pouvoirs publics dont l'administration ou le gouvernement qui constituent un autre pôle, et
un autre sommet du triangle, c'est la société civile. Alors, notre travail, qui s'est voulu aussi progressif, est parti d'un stade où nous-mêmes devions nous approprier la compréhension des enjeux du secteur extractif. Et pour le faire, nous avons influencé le comité pour qu'on inscrive dans ce qu'on va appeler le plan de travail, qui est une sorte de programme, les renforcements de capacités. C'est une exigence. Donc il faut que les parties prenantes fassent un renforcement des capacités. Une fois que les capacités sont renforcées, nous maintenant utilisons ces capacités pour renforcer le citoyen ordinaire à travers des campagnes d'information, mais aussi à travers des campagnes de formation, à travers des discussions. Nous avons par exemple organisé des discussions communautaires dans les régions de l'Est, dans les régions du Sud, pour amener les gens à comprendre quelle est leur perception de ce secteur. D'ailleurs, en 2009-2010, nous avons réalisé une étude dans le cadre de la coalition camerounaise Publiez ce que vous payez. Pour voir, 2009, nous sommes à 4 ans après l'adhésion du Cameroun à l'ITIE. Pour voir quelle était la perception du Camerounais sur l'ITIE. Nous avons fait la région du centre, de l'Est, du Sud et le Nord. Parce que vous savez que la région de Poli, avec l'uranium, et avec Figuil et le ciment, on s'est rendu compte que moins de 5% de Camerounais étaient au parfum de l'ITIE. Cela nous a donc amené à influencer davantage le comité pour qu'il y ait une campagne d'information plus large. Nous n'avons obtenu le résultat qu'en mai 2013, où on a déployé donc les membres du comité sur le terrain et dans l'ensemble du pays, dans les universités, pour pouvoir parler de l'ITIE. Là-bas, c'était juste pour faire ce qu'on appelle la notoriété de l'ITIE, pour que les gens connaissent qu'il existe une telle initiative. Maintenant, le pas suivant pour la compréhension des enjeux, c'est des discussions que nous essayons, dans la limite de nos possibilités, d'organiser. Mais nous avons réussi à faire en sorte que le plan du travail du Cameroun, qui a été adopté tout récemment lors de la dernière session du comité, intègre des émissions radio et télévisuelles, y compris dans des radios communautaires. C'est pourquoi il faut féliciter cette initiative que vous avez prise, qui nous permet donc de parler de ce secteur pour démontrer qu'il n'est plus l'apanage d'un certain nombre d'élites. Et parlant d'élite, notre combat a toujours été que le comité ITIE cesse d'être un regroupement de personnes qui se retrouvent par période définie ou indéfinie dans des bureaux du Mont Fébé. Mais pour descendre sur le terrain et de dire exactement ce que représente le secteur, quels sont les enjeux de ce secteur, quel est le bénéfice que nous pouvons avoir. Et là-dedans, donc, la société civile bâtit un certain nombre de messages. Nous avons réussi à démontrer que une bonne information sur le secteur extractif est un mécanisme de prévention des conflits. Parce que, figurez-vous, pour des populations qui savent qu'il y a de la richesse qui est extraite dans leur territoire, mais qui ne connaissent pas un développement, un épanouissement, mais il y a de fortes chances que ces populations se révoltent. Or, si l'information est portée, peut-être qu'on peut se rendre compte que le niveau d'activité ne permet pas qu'on ait de l'argent substantiel pour entreprendre des développements de la localité. Donc nous avons démontré cela et nous permettons aussi donc la remontée des informations des populations. Je vous ai parlé tantôt de la possibilité d'avoir les impacts environnementaux et sociaux dans, du secteur extractif dans le rapport du conciliateur. C'est des données qui vont permettre encore de faire ce plaidoyer. Et lorsqu'on l'a fait, vous voyez que nous parvenons donc à mettre en lien le citoyen ordinaire avec des données qui hier étaient hyper, non seulement hermétiques, mais qui étaient complexes. Donc, on apporte l'information et les données en fonction du besoin des populations. Les populations, ni l'initiative, ne cherchent pas à nous faire connaître la technique de production du pétrole. Ne cherchent pas à nous faire connaître la technique
de la transformation, je sais pas, de l'or en gourmet. Encore que nous faisons de l'influence pour que le petit artisan minier ait de l'espace pour aussi faire son exploitation, au lieu d'être en présence des excavateurs des Chinois qui vont emporter tout l'or. Nous faisons du plaidoyer pour que les approvisionnements, tout le monde n'est pas obligé de travailler dans le secteur extractif, mais la maman, le monsieur qui a son restaurant, qui ait des approvisionnements en matière de nourriture, ça fera comme si on a distribué le revenu extractif à l'économie locale. On voudrait que la main-d'œuvre, ne serait-ce que pour des tâches accessoires marginales, soit confiée à des locaux pour que ceux-là aient le bénéfice des revenus. Donc voilà comment nous essayons d'amener les citoyens à se connecter à l'économie qui est celle des industries extractives. Merci beaucoup, Monsieur Kwenzop. Merci à ma collaboratrice, Louise Sana, pour cette première édition qui concerne justement le manque d'accessibilité aux données fiscales extractives, notamment dans les formats ouverts exigés par l'ITIE, empêche à la société civile et surtout aux femmes de suivre, de comprendre même, influencer l'utilisation des ressources extractives au niveau local et national. Et naturellement, nous avons parlé de ces données fiscales accessibles, qui est inaccessible, qui est incompréhensible. Les données fiscales, sans données fiscales accessibles, compréhensibles et désagrégées, il est impossible de construire une fiscalité équitable, ni d'appliquer même des budgets sensibles au genre. Donc, le manque même des données ouvertes aggrave même l'invisibilisation des femmes dans les politiques publiques liées aux ressources naturelles. C'est ce que M. Kwenzop nous détaillait de façon concrète, étant acteur de l'organisation de société civile au Cameroun et ailleurs. Merci une fois de plus pour ce premier pan. C'est vrai que nous allons poursuivre dans la seconde édition de ce programme de grande interview. Merci une fois de plus. Rendez-vous dans la prochaine édition. Merci. Peut-être que je pourrais ajouter quelques éléments pour ne pas occulter un travail fort extraordinaire de plaidoyer qui a été fait par une de nos organisations membres, le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire CRADEC, qui, en l'absence de ces données, a procédé aussi à des études. Ils ont fait une étude cette fois-là sur les exonérations dont bénéficient les compagnies extractives. Ceci a l'effet de montrer le manque à gagner que le secteur entraîne dans la mobilisation des ressources nationales. Donc vous voyez, on a plusieurs approches pour faire ce plaidoyer et s'intéresser à la désagrégation des chiffres, à l'ouverture des données. Parce que partant d'une étude sur les exonérations fiscales ou douanières, ça pousse l'État à pouvoir dire, peut-être dans le sens de contredire ce qu'on a dit, mais offrir de l'information finalement exploitable. Donc, voilà un élément que je cherchais à ajouter pour effectivement valoriser le travail qui est fait par les organisations de la société civile. Et ils forment les médias, effectivement, à la compréhension de la fiscalité à travers Tax Justice Network, la fiscalité du secteur extractif, mais surtout pour la promotion d'une justice fiscale. Donc, merci. D'accord, merci beaucoup. Nous allons poursuivre dans la deuxième édition de ce programme où nous allons détailler des mesures qui ont été prises par la suite et continuer avec des recommandations. Merci, à la prochaine. Merci bien et nous serons toujours heureux de revenir dans vos studios et d'essayer de clarifier ou d'éclairer la lanterne de vos auditeurs. Vous voulez participer en direct sur Radio Intégration, le code 237 690 02 03 39 ou 237 222 23 23 52 et vous y êtes en direct ou laissez votre contribution à notre répondeur vocal.
Apo Jambudali Baba Fulbe Afrika Bunna Illa Gajo Otanu Modinu Apo Jambudali Jamaare Ngaundere Adama wa Ngaundere Baba Satu Manuari Julde Kudalidi Alhaji Muhammadu Apo Sumanu men Édition spéciale. Édition spéciale. Grande interview sur Radio Intégration. www.radiointégration.com. Les questions relatives à l'intégration en Afrique centrale. L'évolution du processus de l'intégration En Afrique centrale. Libre antenne, c'est sur Radio Intégration. Suivez Radio Intégration sur Facebook, X, Instagram, YouTube.